Même commencer avant que le film commence, c'est pas très grave, puisque l'essentiel viendra après. Alors merci beaucoup à tous de nous avoir rejoints à la librairie El Kitab. En général, les présentations d'ouvrages se passent à la bibliothèque de l'IRMC, et dans certains cas, on a la possibilité de venir ici à El Kitab et ça nous fait très plaisir. C'est la deuxième fois que l'IRMC et El Kitab collaborent comme ça autour de la présentation d'un ouvrage. Je voulais remercier Arthur Asraf de sa venue à Tunis pour nous présenter le désinformateur, et Arwan Abedi aussi d'avoir proposé ou accepté, je ne sais plus exactement comment ça s'est passé, mais en tout cas c'était avec beaucoup d'enthousiasme. Voilà, on va commencer la désinformation, mais il y a des choses pour lesquelles c'est pas très grave, donc j'espère que vous m'excuserez. Et donc, Alwa enseigne l'histoire à l'université de Jendouba, l'histoire contemporaine. Je vais la laisser présenter Arthur et vous laisser découvrir le contenu de la publication, simplement pour dire que malheureusement je n'ai pas encore lu, j'ai bien l'intention de le faire, parce que toutes ces questions d'enquête, de reconstruction, de vérité ou de mensonge ou de presque mensonge, enfin voilà, le rapport entre l'écriture, la vérité et la fiction. Je pense que tous ceux qui écrivent en général savent que c'est vraiment quelque chose de très sensible, et d'ailleurs qui écrivent, que ce soit peu importe les formes d'écriture, par les mots ou par l'image ou le dessin ou l'art. Donc voilà, pour ne pas être plus longue, je vais laisser Alwa présenter Arthur, et ils feront une petite présentation à deux voix, si j'ai bien compris, et ensuite vous aurez la possibilité de poser toutes vos questions. Voilà, merci beaucoup. Et pardon, j'avais... Bonjour à tous et à tous. Non, ça va être très basse. Le micro marche, mais là, c'est juste un bonsoir à toutes et à tous. J'ai le plaisir aujourd'hui de discuter le livre de Arthur Asraf et de discuter avec lui. Donc Arthur Asraf est historien, il est maître de conférence à l'université de Cambridge. Il s'intéresse aux médias, à l'histoire des médias et aux circulations dans le Maghreb contemporain. Il s'intéresse également à l'Algérie en particulier, mais aussi à la Tunisie. Récemment, il a participé à un podcast qui s'appelle The Bad Gaze sur Ismail Mouffassel, qui est un personnage assez connu du 19e siècle tunisien. Donc voilà, il s'intéresse à la fois à l'Algérie et à la Tunisie. Par rapport pour parler un peu des désinformateurs, c'est un livre qui présente plusieurs intérêts de mon point de vue. En fait, il présente plusieurs intérêts. C'est un livre qui est foisonnant, qui connecte plusieurs espaces géographiques. On a l'Algérie, la Tunisie, on a la France, mais aussi le Danemark, qui est l'actuel Bénin. C'est un livre qui connecte également plusieurs sources, en arabe et en français, des articles de presse, des archives d'éthique, des archives personnelles, des archives militaires. Et dans toute cette multiplicité, il y a une quête qui est là du début à la fin du livre. En fait, cette quête, c'est de trouver Masroud Djebal partout où il est allé, être sur ses traces, comme l'annonce le titre. Et donc, la quête du livre, c'est de trouver Masroud Djebal partout où il est allé, être sur ses traces, comme l'annonce
Et on découvre en fait que cet homme a essayé de créer une société secrète, qu'il a été cavalier de l'armée, formateur, explorateur, écrivain, et qu'il a vécu en Algérie, en Tunisie, en France, même en Belgique. Et à un moment donné dans le livre, tu dis que la question qui est-il n'est pas une bonne question. D'être à Tunis, parce que en fait une bonne partie du livre, du livre et de la vie de Massaoud Djebari se passe à Tunis, c'est assez central dans sa vie. Et merci surtout à Alwa d'avoir accepté de discuter, d'avoir cet échange, parce que avec tes propres recherches, c'est particulièrement intéressant de t'avoir comme lectrice. Alors, qui est Massaoud Djebari? Moi, je l'ai rencontré par hasard. J'étais aux archives, je faisais mon travail de thèse et je suis tombée sur un dossier un peu bizarre qui se passait au moment de l'invasion française de la Tunisie en 1881. Une histoire qui avait l'air un peu farfelue, mais que je trouvais drôle. Et il y avait un personnage obscur, Massaoud Djebari, qui apparaissait dans les rapports français et qui me paraissait drôle. En l'occurrence, c'était une sorte de société secrète. C'est-à-dire qu'on est à Tunis, la France est sur le point d'envahir en partant de l'Algérie, et le consul de France à Tunis apprend qu'il y aurait une société secrète algérienne qui complote quelque chose. Et on lui vend le rapport de cette société secrète qui est écrit par un certain Massaoud Djebari. Ça déclenche une enquête massive et on ne sait pas vraiment si la société existe ou si c'est Djebari qui l'a inventée. Ça me paraissait assez drôle. Donc j'allais écrire là-dessus, j'ai écrit un chapitre de ma thèse sur cette affaire, je pensais avoir tout compris. Et puis il m'est arrivé des choses plus surprenantes, c'est-à-dire je me suis rendu compte qu'en fait c'est pas moi qui avais vraiment découvert Djebari comme un personnage obscur, mystérieux, qu'on découvre comme ça, mais qu'en fait il était très connu à l'époque. Il était très connu parce qu'il a eu d'autres affaires ensuite. Donc il n'a pas juste arnaqué, on dirait une fois. Il a eu plusieurs péripéties. Et la dernière qu'il a eue, donc 10 ans plus tard, dans les années 1892-95, a fait de lui un personnage vraiment célèbre, alors surtout en France, mais aussi au niveau même, on pourrait dire mondial, parce que l'histoire a circulé vraiment dans la presse de l'époque. Donc, c'est quelqu'un qui était très connu, on va dire, pour dire ça rapidement, brièvement. Un Algérien musulman né, colonisé à la fin du 19e siècle dans l'est de l'Algérie. Alors, exactement où et quand, on peut y revenir, ça c'est pas très clair, mais on est à peu près dans ces eaux-là. Qui a appris à écrire en français et en arabe, ce qui est très très rare, comme nombre de vous le savent à l'époque, et qui a essayé d'occuper un certain nombre de professions sans grand succès. Il a été chef de gare, il a été assistant dans une école, il a été spahi, donc il a été dans l'armée, il a été interprète militaire, ça c'est probablement l'emploi le plus stable qu'il a eu. Mais aussi il a été auteur, il a publié un livre, et surtout explorateur. Donc, qui est Djebari pour moi? Le problème que j'ai eu, c'est que c'est très compliqué d'écrire sur quelqu'un qui ment tout le temps. En fait. C'est-à-dire que quand en tant que chercheur, voilà, moi je suis historien de formation, mon travail, ça consiste à dire des choses que je pense qui sont établies. Même si après on peut dire des choses très intelligentes en disant « Ah, c'est compliqué, la vérité, tout ça », en fait, on est quand même bien obligé de, quand on pose des choses par écrit, d'être un minimum sûr de ce qu'on dit. Et avec lui, c'était complètement impossible. C'est-à-dire que j'ai écrit des versions de son histoire où j'avais l'air très certain de ce que je disais. Et après, je me rendais compte que c'était faux ce que j'avais écrit parce que lui-même m'avait induit en erreur sur certaines choses et mentait même sur des choses assez basiques de sa vie, que ce soit, par exemple, son lieu de naissance. Ça m'a causé. Donc, Djebari est devenu un peu une obsession. C'est-à-dire que quand je l'ai rencontré la première fois,
j'avais moi aussi envie de savoir si cette société secrète elle vraiment existait, parce que je me dis c'est fascinant quand même. Est-ce qu'il y a vraiment une société secrète algérienne? En plus, il dit qu'il était allé en Italie, qu'il avait rencontré le roi, enfin, c'était génial comme histoire. Peut-être que c'était vrai, c'est pas impossible qu'il ait été rencontré. Bon, bref. Donc il y a eu cette obsession. Et au fur et à mesure, c'est devenu quelque chose de, on va dire, de plus profond, c'est-à-dire j'ai eu envie d'en faire un livre, pas juste une petite histoire comme ça à raconter à côté, parce que je pense que la manière dont Djebari il a eu énormément de succès en fait dans sa capacité à désinformer. C'est pas quelqu'un qui a juste eu une affaire et qui a disparu, et il est devenu très célèbre. Je le répète, mais dans les années 1890, il y a un moment où il est à Paris, lors d'une autre affaire, il donne des conférences de presse, il fait une sorte de tournée en France. C'est très 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 inhabituel pour un Maghrébin à l'époque, et encore plus un Algérien, vraiment on est au summum de la colonisation en Algérie, d'atteindre ce niveau de notoriété. Et donc je me suis dit que ça disait quelque chose de plus profond. Sur le monde de l'information dans lequel il vivait, à la fin du XIXe siècle, qui est, pour le dire très rapidement, un monde où l'information connaît une explosion très rapide, c'est-à-dire l'information avec le télégraphe se diffuse beaucoup plus vite et avec des quantités de presse beaucoup plus importantes. Cette explosion crée des incertitudes, parce que du coup, on n'est pas tout... Comment vérifier les informations qui arrivent? Ça, c'est des choses qui se produisent souvent, en fait, dans l'histoire. Il y a des sortes des explosions technologiques ou médiatiques, et du coup, on a du mal à recréer des liens sociaux pour vérifier les informations qui arrivent. Donc, il y a beaucoup de panique de l'information à l'époque. Celle de Djebari en fait partie. Ça permettait aussi de réfléchir à la transition médiatique dans laquelle on vit maintenant, en fait, où on est aussi dans une période de renouvellement et de transformation de ces liens sociaux et de réflexion sur la désinformation. Et donc, cette histoire du 19e peut nous permettre de réfléchir à ces choses différemment. Et aussi peut-être de repenser différemment la colonisation. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur des intermédiaires, des figures marginales, s'intéressent à l'individu. Donc je me suis inscrit aussi dans une tradition qui existe déjà depuis 20-30 ans peut-être, mais avec peut-être quelque chose de différent qui est que, comment dire, ce n'est pas moi qui suis allé le chercher, c'est-à-dire que c'est lui qui a vraiment cherché à son époque à être connu d'une manière qui est parfois très troublante. Donc en fait, il y a une tentation de me dire mais non, c'est moi qui suis allé chercher cet objet de recherche très précis et je l'ai trouvé, j'ai des raisons très intelligentes et importantes pour ma carrière de le faire, mais en fait ça n'a pas vraiment marché comme ça. C'est quelqu'un qui a désespérément essayé de ne pas sombrer dans l'oubli à l'époque. Et finalement, je pense que quelqu'un allait écrire sur lui à un moment ou à un autre. Il y a eu quelques petites choses, des articles, comme il est apparu avant. Mais voilà, alors j'ai déblatéré là pendant longtemps. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Donc, qui était Djebari pour moi? D'abord une surprise, ensuite une sorte d'obsession, et puis finalement, c'est devenu une réflexion pour moi sur le rôle de l'histoire et comment elle s'inscrit dans l'information à l'heure actuelle. C'est vrai que Djebari, c'est presque un prétexte en fait aussi, et on le sent dans le livre, c'est un prétexte aussi pour réfléchir à l'écriture de l'histoire, à la recherche en histoire. Et c'est ce qui est assez frappant en fait dans ce livre, c'est que c'est un livre qui parle de lui-même assez souvent, et il y a une mise en abîme vertigineuse en fait dans ce livre, puisque c'est une enquête sur un enquêteur et qui nous informe sur un expert de l'information et de la rumeur, tout en te posant toi-même des questions sur ton livre et sur qui est en cours en fait. Donc il y a comme ça un effet de mise en abîme qui est assez vertigineux, avec une bonne dose de réflexivité aussi, où il y a plusieurs formules du type « ce livre n'est pas une biographie », enfin, tu nous annonces assez régulièrement aussi, tu nous rappelles ce que ce livre n'est pas.
Et aussi, il y a aussi les coulisses en fait, de l'écriture de ce livre qui sont dans le livre, puisque tu rappelles qu'il y a des passages sur ton histoire familiale, par exemple, que tu voulais mettre, puis que tu décides d'effacer ou d'effacer. Tu parles d'effacement, en fait. Tu as écrit, puis tu as effacé. Donc c'est ce livre qui est en train de se faire. Et tu nous montres un peu ses entrailles. En fait. On a l'impression d'être dans les entrailles de ce livre-là et que tu construis un savoir, que tu ne construis pas un savoir d'emblée, en fait, mais qu'on le construit avec toi au fur et à mesure. Et ce qui te paraissait mystérieux à toi au début du livre, en fait, se clarifie petit à petit à tes yeux, et pour nous aussi, en tant que lectrice et lecteur. Dans cette traque, toi tu parles même d'un personnage que tu traques, et donc on découvre des plans de la vie de Massoud Djebali en fonction de tes trouvailles à toi. Mais pas de façon linéaire en fait, on ne découvre pas sa vie de façon linéaire et biographique, mais plutôt comme des sortes de poupées russes en fait, où au début on découvre d'abord des archives sur les différentes fonctions qu'il a exercées et sur ses écrits. Donc on est plutôt du côté de ce qu'il produit et de ce qu'il fait. Et ensuite, on a accès, toi tu as accès en fait à des archives qui le décrivent physiquement, son corps de soldat viril, comme tu dis, tatoué, portant des cicatrices. Puis on accède en troisième lieu à sa vie intime, à des choses sur sa vie intime en fait, sur son mariage, le fait qu'il ait eu un enfant ou pas. En fait, on n'est pas sûr en fait qu'il ait eu une fille. Sur la question de la naturalisation française, sur son rapport aux deux épouses qu'il a eues, puisqu'il a répudié sa première épouse, puis ensuite il s'est remarié. Donc on va à chaque fois au plus profond, on découvre ce personnage couche après couche, et pas d'un point de vue linéaire, en suivant son parcours de vie. Et c'est comme si toi tu te rendais compte au fur et à mesure qu'il était incarné, et nous aussi en fait. Il devient incarné, au début c'est un peu un personnage, on le découvre à travers ses écrits, ses mots, le fait qu'il parle beaucoup, on ne sait pas c'est sa dimension intellectuelle en fait. Et ensuite on découvre cette incarnation-là. Et on a même l'impression que tu corresponds avec lui. Par exemple, tu dis après plusieurs mois de silence, il est réapparu. En fait, c'est comme si c'était un correspondant en fait qui réapparaissait dans ta vie. Ou alors il y a une expression, à un moment tu dis je l'ai croisé une dernière fois. Donc vous vous croisez en fait, et tu dis qu'il t'a fait rire, qu'il t'a fait pleurer, mais qu'il t'apprend aussi une forme d'humilité. En tant que chercheur, en fait, il t'apprend une forme d'humilité en tant que chercheur. Puisque quand tu le découvres, tu dis que tu pensais donner la parole à un subalterne, en fait. Tu pensais que tu allais être son porte-parole, défendre raconter sa vie, en fait, pour le faire exister. Mais en fait, il s'avère qu'il parle, en fait. Il écrit même beaucoup, et il parle beaucoup. Mais il y a un autre personnage, en fait, dans le livre, qui serait peut-être un peu un second rôle, en fait, par rapport à Massoud Djebali, qui est Rebillé, qui est le commandant, en fait, le commandant qui produit des rapports de renseignement sur Djebali et qui l'envoie aussi en expédition au Daouré. Avec lui, tu as aussi passé beaucoup de temps, en fait, finalement, puisque tu analyses tous ces rapports de renseignement. Moi, personnellement, il me rappelle un autre personnage. C'est un commissaire, en fait, qui est mon acolyte de Kifala qui est là, avec lequel on a beaucoup on fait beaucoup de blagues en fait, sur ce commissaire, le commissaire Clapier, qui signe la plupart des rapports de renseignement en fait, sur les gens suspects du début du XXe siècle à Tunis. Et donc moi, parfois, j'ai tellement lu ces rapports-là, en fait, les rapports de Clapier, que je pouvais l'entendre en fait parler, l'imaginer, me mettre en colère parfois contre son point de vue de policier méfiant des indigènes, entre guillemets. Donc toi, quel rapport avais-tu avec ces rapports de renseignement, qui sont un matériau assez particulier finalement, en fait, puisqu'on n'est pas censé vraiment les lire, en fait. Donc il crée forcément un sentiment de gêne, en fait. Et comment faire? Donc quel rapport avais-tu avec ces dossiers-là? Et comment faire pour ne pas être séduit par le point de vue des fonctionnaires? Merci beaucoup. Alors, d'abord, juste pour le dire très rapidement, donc le livre est écrit
il y a des passages, la plupart qui parlent donc de la vie de Massimo Djebari au fur et à mesure que j'arrive à la reconstituer. Et il y a des passages en italique qui racontent mon enquête et la manière dont j'ai pu retrouver, on y reviendra peut-être. Ça, c'est venu au fur et à mesure, c'était pas un projet, c'est venu au fur et à mesure de l'écriture, justement parce que à chaque fois que j'essaie, par exemple, il a été envoyé en mission d'exploration en Afrique de l'Ouest, dans ce qui est actuellement le Bénin et le Nigeria. Au début, quand il parlait de cette mission d'exploration, j'ai pensé qu'elle était fausse et qu'elle n'avait jamais existé. Donc je me suis dit, c'est complètement ridicule, pourquoi est-ce qu'on enverrait un Algérien en mission d'exploration? En fait, il a été envoyé, c'était tout à fait officiel. Bref, ce genre de problème faisait que j'arrivais pas à raconter cette histoire sans parler du doute, de l'incertitude, voilà, ça ne sonnait pas vrai, donc j'ai dû la raconter d'une autre manière et d'une manière non linéaire qui n'est pas biographique. Pour en venir au rapport de renseignement, c'est effectivement une question, par exemple, je suis très content qu'on ait cette conversation parce qu'effectivement on a lu des documents assez proches. Alors c'est un peu compliqué parce qu'au début, je pense que la tentation, quand on lit des archives coloniales, ce que fait beaucoup de personnes d'ailleurs dans cette pièce, la tentation, c'est on se dit qu'on est plus intelligent quand même que les administrateurs coloniaux, qui sont racistes, qui sont des gens de leur époque. Donc on se dit, bah, oui, ils sont plein de stéréotypes, et puis souvent ils comprennent très très mal la société qui les entoure. Donc on se dit, on est plus intelligent. Puis on se sent bien, on se sent super bien. On se dit, moi au moins je suis pas préfet à Constantine en 1880, c'est comme ça que ça commence. Sauf que moi, donc ça m'a joué des tours dans cette enquête, parce qu'il y a des moments où finalement le préfet, par exemple, ou Révillet, disait des choses et j'étais genre, ah mais en fait finalement c'est pas si bête que ça. Parce que ce qui se passait, c'est que du coup, quand on a cette approche, évidemment, qu'est-ce qu'on cherche derrière? On cherche la vraie voix, qui est la voix, entre guillemets, de l'indigène, qui n'apparaît que très rarement dans ce genre de rapport. Or, avec Djebari, se produit quelque chose de complètement différent, qui est que c'est l'inverse. L'administration française est submergée de ses écrits, qui sont extrêmement détaillés. C'est-à-dire qu'il dit le jeudi soir à 10h, il y avait 49 personnes dans la salle et ils ont été comme ça, et ils ont dit ça, c'est incroyable. Enfin, on sait ce que pensaient les Algériens, tout ça. Et donc, l'accumulation de détails finit par produire un certain malaise, parce qu'on se dit, ah non, en fait, ça ne peut pas être vrai tout ce qu'il dit. Il en dit trop. Donc là, on a un problème qui fait que cette voix n'est pas plus authentique. C'est pas parce que c'est écrit en arabe ou que c'est écrit par un Algérien que c'est plus authentique. Ce qu'on sait, bien sûr. Mais c'est bizarre de croiser ce rapport-là au sein même de l'archive de surveillance. Et du coup, finalement, on arrive plus à un rapport entre deux hommes. Alors, qui sont inscrits dans des rapports de pouvoir et dans une administration, mais finalement, il y a Révillet, qui est un commandant français à la Tunisie, qui envoie Djebari en mission d'exploration, et leur relation est très instable. Et j'ai beaucoup aimé ce que tu disais sur le fait que ça s'incarne progressivement, c'est-à-dire qu'au début, moi Djebari c'est une sorte de symbole un peu de la capacité d'action, décoloniser, et puis au fur et à mesure c'est devenu quelqu'un, alors c'est peut-être un peu trop rapide, mais c'est devenu moins qu'un symbole et plus. Donc comment on comprend ces sources, ces rapports, c'est aussi on se rend compte que finalement elles sont inscrites dans un écosystème d'information beaucoup plus large. Donc une des raisons pour lesquelles Djebari arrive à avoir autant de succès, c'est que qu'est-ce qu'il fait? Il lit les journaux. Et les journaux, surtout en français, mais il les lit aussi en arabe. Il se rend compte que certaines choses sont importantes dans les journaux. Et du coup, après, il les fait passer comme des informations secrètes en disant « Moi, j'ai entendu quelqu'un qui disait ça dans la rue ». Et les administrateurs sont eux aussi au courant que cette chose-là est importante. Et puis parfois aussi, ça fuite. Donc les rapports, enfin bref, tout ça est inscrit dans une chose plus large. Et ça, on le voit très bien à travers la manière dont on fonctionne. C'est chouette. Je ne sais pas si ça répond à ça.
Merci. Là, tu viens de parler tu as évoqué la question de l'authenticité et de la vérité. C'est aussi quelque chose qui est très présent dans ton livre. En le lisant, moi, je pensais constamment à une réplique d'un documentaire algérien qui s'appelle Firas et Rond-Point, Dans ma tête un rond-point, qui a été réalisé par Hassan Farhani, qui est sorti en 2016, je pense. Donc il y a une réplique en fait dans ce documentaire. À un moment donné, on entend un personnage dire donc on ne ment pas, mais on ne tombe pas dans la vérité. Et vraiment, c'est une réplique qui m'a beaucoup accompagnée en fait en lisant ton livre. Et tu dis aussi, l'enjeu n'est plus juste de comprendre ce que Djebali a fait, mais de comprendre comment le raconter. Donc pour toi, cette vérité-là, en fait, de savoir s'il dit la vérité ou pas, est-ce qu'il a vraiment essayé de créer cette société secrète? Est-ce qu'il a vraiment découvert les survivants d'un massacre en fait, dans le désert, etc. Est-ce que ce qui importe, c'est de savoir si c'est vrai ou pas, ou de pouvoir le raconter, en fait, raconter ce personnage-là donc il s'agit plutôt d'un enjeu de narration. Moi j'ai l'impression que ton livre pose vraiment cette question-là de comment raconter en fait, comment raconter ce point d'interrogation qui est Massaoud Djebali. Et pour toi, donc, il crée le trouble dans la frontière entre le renseignement et le journalisme, puisqu'il est un peu entre les deux. Et donc, est-ce que ton livre, tu penses qu'il il crée un peu le trouble entre la fiction et le documentaire? Tu dis aussi, j'adore les histoires qui sont quelque part entre l'enquête de détective et la recherche en sciences sociales. Est-ce que tu penses que c'est une des manières de décrire ton livre, en fait, qui du coup ressemble un peu aussi au travail de Massaoud Djebali? Et si oui, comment tu fais en fait pour doser la part de roman? S'il y a du roman ou de la fiction dans ton écriture, comment tu fais pour doser ça? Que ce soit dans ton carnet de recherche ou carnet de bord, en fait, qu'on suit dans le livre, et dans comment tu racontes Massaoud Djebali. Merci. Alors, par où commencer, parce que tes questions sont riches. Donc, la question de la forme de l'écriture, oui, c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup et qui s'est mis en place progressivement. Ça s'est mis en place en partie, donc mon éditeur Antoine Yeti, qui est quelqu'un de très intelligent, quand je lui ai proposé, il m'a dit, tu sais, en fait, en histoire, en ce moment, alors je ne sais pas si vous êtes d'accord, vous me direz, il y a beaucoup de livres qui racontent l'histoire d'un personnage un peu bizarre, un peu. Toi, ce que tu essaies de faire, c'est un peu différent. Ce que tu racontes, c'est une sorte de face-à-face entre lui et toi. Vous m'entendez? Oui, oui. Ce que tu racontes, c'est une sorte de face-à-face. C'est-à-dire que, en fait, on peut écrire un livre sur quelqu'un d'un peu inconnu en partant à son enquête, mais il est rare que cette personne réponde. Or, avec Djebali, c'est quelqu'un qui écrivait des choses du style « Je sais que vous allez peut-être pas me croire, mais en fait, c'est parce que vous êtes raciste et que je suis arabe. » Parce que c'est ce qu'il disait aux gens à son époque. Donc en fait, on a déjà, parce qu'à cause des doutes qu'il crée à son époque, une sorte d'anticipation d'une enquête. C'est quelqu'un qui dit, comme je le dis à un moment livre, il écrit à un moment « Je sais comment se mènent les enquêtes. » Donc en gros, j'ai un peu tout anticipé, c'est-à-dire j'ai créé les niveaux de détail qui font que c'est pas possible. Donc, je ne pouvais pas juste raconter ça comme une enquête, on va dire, standard. Et puis aussi, ça m'intéressait. Ça m'intéressait parce que je pense que les chercheurs en sciences sociales, notamment en français, plus que je dirais en langue anglaise, en tout cas ça a été mon expérience, il se passe des choses intéressantes quand on réfléchit à la forme, à la forme que prend notre recherche, et pas juste au contenu et la manière dont on essaie de catégoriser certains personnages, mais en fait, la manière dont on dit les choses, c'est aussi une forme de produire une autre vérité. J'allais venir à un autre point, il faut que j'y arrive. Oui, quel est le dosage de fiction et de... Alors, ce n'est pas fictionnel. Je n'invente pas des choses... N'hésitez pas, j'espère que c'est clair. Mais effectivement, c'est de la narration.
Et l'idée, c'était de montrer qu'en fait, comment dire, ça peut être plus réel quand on raconte les choses d'une autre manière. C'est-à-dire qu'en fait, l'approche scientifique, j'ai essayé d'écrire un article sur lui, je l'ai écrit en anglais, il a fini par le publier, je n'aime pas beaucoup cet article, par exemple. Parce que je trouve qu'il ne dit pas la plupart des choses sur Djebari. Il n'arrive pas à communiquer l'effet que faisait ce personnage. Djebari, il y a au moins 3 ou 4 personnes qu'on retrouve dans les archives qui l'ont croisé, qui disent toujours exactement la même chose. C'est des hommes qui sont toujours la même chose. Ils l'ont rencontré et ils disent ce type, ce qu'il dit, c'est vraiment insensé, ça ne peut pas être vrai, mais il est tellement convaincant que ça doit être vrai. Donc, il a quelque chose, comme il a une sorte de talent incroyable, on ne sait pas comment ça marchait. Donc, comment est-ce qu'on arrive à restituer ça? Je ne pense pas que dire « Ah, moi je suis chercheur, je sais comment tout fonctionne », ça arrive à restituer finalement cette capacité. Lui, il joue effectivement sur un registre qui est en fait, il produit des détails, il produit énormément d'informations qui ont l'air détaillées, et donc ça donne une impression de réel, même si c'est pas vrai. Et on peut être tenté en tant que chercheur de faire la même chose, c'est-à-dire de dire, je sais pas, en 1783, il s'est passé ci, il s'est passé ça, et ça donne l'impression que ce qu'on sait, c'est faire. Donc il fallait trouver une manière d'écrire qui était pas comme ça. Ce qu'ont fait beaucoup de personnes, et je me suis inspiré aussi de travaux intéressants, et j'en critique aussi d'autres, c'est-à-dire qu'il y a certains historiens qui, je trouve, ont une approche de ce genre de problème qui me plaît pas beaucoup. Alors, je ne sais pas si tu veux parler de ça, on peut pas parler de ça. Il y a une tentation de, quand on trouve un personnage comme ça, de vouloir se donner le beau rôle en fait, de vouloir se dire ah c'est moi, moi le plus, ceux que je déteste le plus, je suis pas à Paris, j'ai le droit. Alain Corbin, qui est un historien de la France, qui donc dans Le Monde retrouvé, le Louis-François Pinago, décide qu'il va trouver un homme lambda dans les archives, sauf qu'en fait c'est pas un homme lambda parce qu'il l'a déjà repéré, mais bon c'est pas grave, et que c'est lui qui va faire revivre à travers sa recherche en retrouvant le plus de détails possible. Mais voilà, il y a une sorte de rapport de pouvoir un peu bizarre, de genre ah c'est moi l'historien qui a le droit de renouveler la vie. Là avec Djebari c'était pas une option, hein. C'est pas moi qui suis allé chercher, c'est lui qui a laissé ses traces. Et aussi Gérard Mariel, sur lequel je pourrais m'éterniser pendant une très longue minute, qui a écrit un livre, mais franchement désopilant, sur le clown Chocolat, Raphaël. Ou alors lui, il fait carrément du ventriloquisme, c'est-à-dire qu'il imagine que cet homme, qui est un Cubain noir, qui a vécu à Paris dans les mêmes années que Djebari, dans les années 90, il lui écrit, et il imagine parfois que Chocolat lui répond. Et Chocolat, c'est bien heureux, vient le défendre entre la chercheuse, le chercheur et son objet de recherche. Il y a forcément un rapport de pouvoir. Quand les gens sont morts, on peut avoir l'impression que ce rapport n'existe pas, ou en tout cas on a généralement moins de questions éthiques à se poser. Mais finalement la question elle se pose quand même. Moi je ne suis pas algérien, musulman, colonisé. Qui suis-je moi pour écrire sur cette personne? Elle se pose. Et donc l'idée c'était de créer dans l'écriture aussi une sorte de forme, pas exactement d'égalité, mais de rééquilibrage entre les mots, c'est-à-dire de montrer que lui aussi, en fait, il avait ses moyens de créer des formes de vérité, et que moi, j'essaye de les démonter, mais je ne suis pas complètement dominant non plus dans ce rapport, et je suis aussi un peu limité parce que lui a cherché à dire à son époque, et sa manière très particulière d'écrire. Pour continuer avec la question de l'écriture en fait, et de la recherche à proprement parler. Là, tu viens de parler d'autres chercheurs, d'autres historiens. Il y a aussi une réflexion sur ça, en fait, dans ton livre aussi, sur la recherche académique, entre guillemets. Il y a pas mal de réflexions qui sonnent un peu comme un désapprentissage, en fait, aussi des modèles. Une sorte de désacralisation de l'archive qui serait... il y a une
de l'archive officielle qui est, selon toi, tu le défends, qui est aussi un produit de relations interpersonnelles en fait, comme le seraient d'autres types d'archives, de sources qui seraient vues comme moins sérieuses ou non officielles parce que elles ne ressemblent pas aux vraies archives en fait qui sont organisées, etc. Et tu parles à un moment donné du fait que la pandémie t'a obligé à chercher autrement. Et qu'en temps normal, tu te serais mis une note et attendu un prochain voyage, mais que tu as dû faire appel pendant la pandémie à des réseaux d'entraide, travailler sur Internet, etc. Moi, je t'avoue que je ne pouvais pas m'empêcher de sourire en fait en lisant ça, parce que du point de vue d'ici, c'est comme ça qu'on travaille en fait. Du coup, le système D, c'est du coup, c'est notre manière de travailler, puisqu'on compte sur l'entraide, on compte beaucoup sur Internet, et aussi, en fait, on ne voyage pas ou pas autant. Quoi. Et du coup, avec Kmat, je me souviens qu'on avait eu des discussions intéressantes pendant le Covid, où Kmat disait que les chercheurs du Nord étaient en manque ou frustrés, etc., parce qu'ils ne pouvaient plus voyager, parce que leur activité ordinaire s'est arrêtée. Et Kmat disait, nous, ça change rien, en fait, pour nous, le Covid, on a toujours bossé comme ça. Limite, ça crée un rapport d'égalité, en fait, entre chercheurs du Nord et chercheurs du Sud, voilà, c'était... ça m'a fait un peu... Non, parce que c'est très très intéressant ce que tu dis, je pense que c'est complètement vrai. Et que dans les universités du Nord global, comme on dit, y compris anglophone, donc moi je suis au Royaume-Uni, il y a souvent une manière un peu de mesurer sa recherche où tu vas dire, par exemple, j'écris un livre qui est sur des archives dans 12 pays. En fait, qu'est-ce que tu as été faire dans 12 pays? Est-ce que c'était vraiment nécessaire d'y aller? Tout ça. Mais c'est une manière un peu d'asseoir par la quantité, alors que oui, c'est aussi une démonstration de pouvoir. Par contre, juste le problème d'être forcé de travailler sur des choses qui ont été... Donc souvent, je me suis retrouvé à travailler sur des choses qui ont été mises en ligne par des gens, je ne sais pas qui c'est. Et ça, c'est compliqué aussi. C'est compliqué. Donc, par exemple, Djebari, il a été naturalisé français. Très très peu des Algériens qui ont été naturalisés français. 3000 à peu près entre 1870 et 1919, si je me souviens, donc ça fait moins de 100 par an. J'ai mis très longtemps à comprendre s'il est naturalisé parce que je retrouvais cette information sur des sites d'entraide juridique pour les Algériens qui cherchent à avoir des visas français, qui visiblement avaient des listes de naturalisés parce que ça peut servir. Mais ces listes, je ne savais pas où ils les avaient retrouvées et d'où ça venait, et ils les balançaient comme ça sur des forums. Et en même temps, je me disais que ça ne pouvait pas être inventé parce que les détails étaient beaucoup trop précis. C'est-à-dire on avait le nom, le lieu de naissance, pas comme si c'était faux, mais ça pose d'autres problèmes. Et oui, moi j'étais pas très bien préparé à ce genre de choses. C'est comme quand on retrouve, ça peut peut-être arriver, ça m'est arrivé pour d'autres sujets, de retrouver par exemple des enregistrements de discours sur YouTube. Et alors, je pense que c'est un vrai discours, mais je ne sais pas d'où ça sort, je ne sais pas d'où cette personne a mis le truc. Donc après, on est obligé d'avoir d'autres questions. Mais en même temps, donc il y a ce rapport-là, du coup, ce rapport qui est différent en fait en fonction des points de vue. C'est normal quoi, en fait aussi, enfin, de percevoir ça de manière différente. Mais ce qui m'a plu aussi, c'est que il y a une réflexion sur comment les archives te traversent en fait aussi, que je trouve très intéressante parce que moi c'est un peu ce qui m'émeut dans la recherche. C'est comment nos terrains ou le matériau sur lequel on travaille, les sources et tout ce qu'on veut, comment ce matériau-là nous traverse en fait et nous transforme. Puisque, il y a souvent des chercheuses et des chercheurs parfois qui essayent soit de plaquer en fait une perception sur leur terrain, qui essaient de faire dire des choses aussi à leur terrain, qui le violentent en fait un peu, ou qui sont frustrés s'ils ne disent pas ce qu'ils aimeraient qu'ils disent en fait. Et moi, ce qui me passionne vraiment en fait, dans la recherche, c'est plutôt l'inverse, c'est de se laisser surprendre en fait aussi, quitte à tout transformer, quoi, quitte à changer de sujet de thèse, quitte à arrêter, à annuler. C'est vraiment ça en fait qui est très fort en fait dans
dans cette transformation-là, transformation de soi et de ne pas essayer d'aplatir les contradictions. Enfin, on sait tous et toutes, toutes les personnes qui font de la recherche ici, savent forcément que nos terrains respectifs contiennent énormément de contradictions en fait, qui disent tout et son contraire. Mais il y a souvent cette tentation de cacher ou de fermer les yeux en fait, sur certaines contradictions. Mais ce qui est intéressant justement, c'est plutôt de les regarder en fait, et d'en parler. Et donc ça, c'est ce qui m'a plu en fait dans le livre, c'est que tu parles de ces contradictions-là et tu les prends à bras le corps et tu en parles et tu les montres, etc. Plutôt qu'une recherche froide en fait, où on aurait l'impression que le terrain reste un terrain qui ne te transforme pas. Et tu dis d'ailleurs à la fin du livre, comment le passé peut-il changer la manière dont nous percevons nous-mêmes, qui me paraît être une question fondamentale en fait finalement. Et du coup, comment tu penses que ce livre t'a transformé? Petite question. Je sais. Alors déjà, je vais mettre ça par. Ce livre, mon enquête sur Tibari a affecté beaucoup de mes relations personnelles. Toutes les personnes avec qui j'ai vécu pendant la période d'écriture de ce livre ont trouvé ça très compliqué. On dit qu'il y avait un autre coloc dans l'appartement, il y a plein d'histoires là-dessus. Donc déjà, je pense que ça m'a convaincu qu'en fait, écrire sur une personne, c'est plus compliqué qu'écrire sur beaucoup de personnes. Au début, je pensais que ce serait plus simple, en fait, qu'il y aurait moins de choses à... Donc, le livre qui est aussi ma thèse, Electric News, c'est beaucoup plus panoramique comme vision. Donc je me suis dit, c'est plus facile en fait d'écrire sur une personne, il y a moins de choses à vérifier. Et en fait, c'était beaucoup plus compliqué. Donc j'ai beaucoup plus de respect pour ce genre de travail et aussi pour les différentes manières dont on peut rendre explicite sa position dans la recherche. Et les gens qui font ça bien, parce qu'il y a des gens qui font ça merveilleusement bien, notamment les anthropologues qui ont souvent à faire ce genre de travail. Ça m'a donné aussi plus de respect pour les différentes manières de le faire, c'est-à-dire que c'est pas juste soit on se raconte, soit on se raconte pas, mais comment le faire de la manière juste qui arrive à illuminer le sujet de recherche. Et ça, en fait, c'est pas évident. Après, ça m'a changé aussi d'autres manières. Par exemple, j'ai dû apprendre beaucoup plus de choses sur l'Afrique de l'Ouest que je pensais. C'est-à-dire que, donc au début, je pensais que cette expédition était pas vraie. En fait, il a bien été envoyé en mission d'exploration. Il allait au Nigeria, mais retrouver exactement où il était, c'était très compliqué. Et ça a impliqué de me familiariser avec une autre historiographie. Alors évidemment, il y a des gens qui ont travaillé sur les rapports entre le Maghreb et l'Afrique de l'Ouest. Donc j'ai utilisé ce genre de choses. Mais je me suis rendu compte aussi qu'on avait peut-être, nous autres spécialistes du Maghreb, ou en tout cas moi, une approche très étroite finalement du contexte régional, et qu'on était trop souvent dans le face-à-face avec la France, ou au mieux dans une sorte de ligne horizontale qui va en fait au Levant et dans ces régions-là. C'est-à-dire qu'en fait, quand on essaie de dire en fait c'est pas que la France, généralement on va chercher à l'est et pas au sud. Et là c'était complètement différent, les enjeux étaient très différents. Et ce qui est notamment m'a surpris, c'est que quand j'en parlais à des collègues, par exemple, j'en avais parlé à un collègue, un historien nigérian, Ike Achebe, et lui, il n'était pas du tout surpris. Il était là, genre, bah oui, évidemment. Et c'est là, genre, c'est bizarre quand même, parce que là, on parle d'un arabe, quelqu'un du Nord, qui vient en mission d'exploration, oui, ça lui paraissait pas bizarre, et là, j'en ai des gens comme ça, j'en ai croisé. Donc je me suis rendu compte qu'aussi, ma surprise, en fait, elle venait de certaines limites. L'un des intérêts de ce livre réside justement dans le fait de connecter des espaces qui sont souvent séparés. Déjà, la Tunisie et l'Algérie, en fait, en soi, sont souvent séparés, mais aussi l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest, et l'espace colonial aussi, de manière générale, en fait, de le voir aussi comme un continuum d'espaces connectés. Ce qui est intéressant aussi, justement, c'est qu'on a souvent l'impression que la métropole est amputée en fait, de ces espaces colonisés. Et donc dans ton livre, en fait, le fait qu'il y ait énormément le fait que tu parles beaucoup de ces circulations-là, en fait, entre Afrique du Nord, France, et Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Ouest, Europe, etc., comble un peu
cette rupture-là entre la métropole et la colonie. Et il montre que les frontières justement sont poreuses et moins étanches qu'on ne le pense, et que la présence des Algériens en fait remonte au moins à la fin du 19e siècle, si ce n'est avant. Et c'est intéressant aussi en fait ce que tu dis sur le fait que l'Algérie est souvent à la marge du discours métropolitain, mais aussi du Machrek en fait. Enfin, elle se retrouve un peu sous une double domination symbolique. Et j'arrive là au dernier axe de la discussion. Tu rends bien compte dans ton livre du contexte colonial qui est fondé sur les différentes hiérarchisations sociales, que ce soit les hiérarchisations de genre, où on a des citations sur comment la femme de Massaoud Djebeli était méprisée en fait. On a aussi des considérations sur des mépris de classe. Tu évoques le mépris envers les explorateurs qui ne sont pas issus de la bourgeoisie, mais aussi de race. Donc, il y a une réflexion en fait, que tu proposes sur la hiérarchisation de race. Donc d'abord on découvre, sans surprise, l'imaginaire colonial sur les Arabes bien sûr. Donc le niveau moral, on nous parle du niveau moral de sa race, le niveau inférieur à nos consciences européennes, etc. C'est du déjà vu. Et aussi l'idée que c'est un fabulateur né, qu'il a ça en lui en fait, en tant qu'arabe, il ment, puisque ça fait partie de sa nature. Avec aussi les examens psychiatriques en fait, qui étaient souvent pratiqués sur les maghrébins, avec pour prétexte parfois des addictions au cannabis ou à la morphine, etc. Donc il y a souvent cette pathologisation en fait, des habitants d'Afrique du Nord. Et j'ai moi-même aussi rencontré ces procédés de décrédibilisation assez régulièrement aussi dans les dossiers de surveillance de gens suspects. Et donc dans le cadre de ton livre qui traite de la question de l'information, le prisme racial se mélange justement à la question de la fiabilité des informations. Donc si c'est un arabe et que les arabes mentent, on ne peut pas faire confiance en fait à ces informations-là. Et donc les fonctionnaires ou les administrateurs coloniaux se retrouvent dans une sorte de dilemme en fait, puisqu'ils ont besoin de Massaoud Djebeli pour aller explorer certains espaces africains. Ils ont besoin de lui parce qu'un blanc ne pourrait pas faire ça, mais en même temps ils ne lui font pas confiance à 100%. Donc comment faire en fait? Comment résoudre ce dilemme-là en fait, le croire, ne pas le croire, lui faire confiance, ne pas lui faire confiance. Et donc dans cette hiérarchie raciale coloniale, tu rappelles que les Arabes se trouvent dans un entre-deux, ils sont ni blancs ni noirs, et que cette position exacerbe, d'après toi, ce que tu développes, ce que tu défends, c'est que cette hiérarchisation-là exacerbe le racisme de Massaoud Djebeli et traduit un racisme spécifique au Maghreb. Donc tu cites Massaoud Djebeli qui dit dans un de ses rapports, dans son rapport en fait de voyage, misérable nègre. Et donc pour toi, c'est que en fait, il se sent supérieur puisqu'il serait dans tu parles d'impérialisme décolorisé et d'un sentiment en fait de supériorité que peuvent avoir les Maghrébins par rapport aux personnes subsahariennes. Mais en même temps, en fait, et tu parles même aussi du fait que Massaoud Djebeli serait dans une visée coloniale lui-même en fait. Quand il explore l'Afrique de l'Ouest, il ne le fait pas parce qu'il est missionnaire, il le fait aussi parce qu'il serait nourri ou il serait dans une volonté colonialiste, impérialiste lui-même. Mais est-ce que, s'il se sent supérieur dans un cadre colonial, est-ce que c'est juste propre à un racisme qui serait maghrébin, ou est-ce que le fait qu'il soit dans ce cadre colonial-là, justement, en fait, renforce ce sentiment de supériorité? Et je ne sais pas, en fait, vraiment, si on peut dire qu'il est lui-même dans une visée colonialiste ou impérialiste, sachant que lui-même, il est né dans une colonie française. Donc, comment est-ce qu'il serait en tant qu'Algérien, il penserait à une colonisation algérienne, en fait, du Dahomey, par exemple? Est-ce que si tu peux clarifier un peu ce point?
Oui, je suis très content de cette conversation parce que c'est quelque chose qui m'a posé beaucoup de soucis dans l'écriture du livre. Donc, Messaoud Djebari est envoyé en mission d'exploration au Bénin et au Nigeria pour le compte de la Société de géographie française, et il est envoyé, il a un guide qui est nigérian, donc il a en fait, un homme noir qui travaille pour lui, qui en fait est quelqu'un d'un niveau d'éducation et social beaucoup plus élevé que lui, qui vient du monde nigérien et qui est un lettré, qui a déjà fait le Hajj 2 fois, mais on le place un peu comme son auxiliaire. Tout à fait standard dans la manière dont les gens en français parlent de ces régions de l'Afrique à l'époque. C'est-à-dire que déjà, il dit qu'il arrive dans le continent noir. Alors, pour quelqu'un qui est né à côté de Ranava, c'est intéressant comme choix de phrase quand même. Voilà, il est très méprisant vis-à-vis de son auxiliaire, Feldati. Et il dit des choses voilà, très négatives. Et il dit que les Noirs doivent être civilisés. Il parle spécifiquement du fait qu'ils doivent être convertis. En fait, ils sont païens, donc il faut envoyer des missions, soit chrétiennes, soit musulmanes, c'est pas grave, mais ça ne peut pas fonctionner leur paganisme. Alors, comment on interprète ces choses? Alors, évidemment, il écrit pour un public, en français, qui sont ses supérieurs dans la hiérarchie militaire qui l'ont envoyé. Donc, on peut dire, et c'est une partie de la réponse, que c'est des choses qu'il a lues et apprises français, et aussi il pense que ça va plaire, et que ça va le faire valoriser par sa hiérarchie. Je pense que c'est une partie de la réponse. Je pense aussi qu'on ne peut pas s'en tenir là. Parce que déjà, ça mis à part, Djebari est quelqu'un qui a beaucoup d'opinions politiques sur d'autres sujets qui sont très distinctifs. Et on ne peut pas juste dire qu'il a lu des choses et qu'il les a répétées. Ça marcherait peut-être avec d'autres personnes, mais lui, vraiment, c'est quelqu'un qui propose des choses assez innovantes. Donc, il y a des choses qui viennent de lui. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Ensuite, je pense que on s'est beaucoup posé la question, peut-être, dans certains débats actuels, et vous allez peut-être me dire que j'ai tort, mais la question de savoir si un racisme négrophobe, anti-noir, est intrinsèque aux sociétés maghrébines ou s'il est importé des sociétés européennes. En fait, moi, ça me paraît très mal poser la question. Parce que justement, ce qu'on voit avec Djebari, c'est que justement, c'est un point de rapprochement. En fait. C'est une manière de se rapprocher des Européens. De dire certaines choses sur les Noirs et de dire qu'on n'est pas noir. Ça permet d'obtenir certaines choses des Européens. C'est une forme de solidarité entre Méditerranéens presque, qui permettent d'obtenir des choses des Français. Donc finalement, la question de l'origine de ce discours, elle n'est pas très intéressante. Parce que les choses, quand il dit il faut les convertir parce que musulmans et chrétiens, finalement c'est tout à fait cohérent à la fois pour des textes en français et en arabe, ils disent plus ou moins la même chose. Donc, moi c'est comme ça en tout cas que j'ai essayé de réaliser, que finalement on s'est peut-être trop concentré sur est-ce qu'il est possible pour un colonisé d'être lui-même raciste alors qu'il n'a pas énormément de capacité d'action. Un racisme, ça suppose quand même une certaine capacité d'oppression, il en a quand même. Mais plutôt de voir que c'est une forme de communication. La même chose s'applique à son antisémitisme, on ne peut pas rentrer dedans parce qu'il faudrait qu'il y ait des questions de la salle, mais voilà, il y a certains discours qui sont partagés en fait et qui permettent de tisser des dialogues avec certains personnages influents européens. Est-ce que c'est sincère ou pas? C'est pas très pertinent comme question parce que peu de choses qu'il dit sont sincères, ils sont là pour obtenir d'autres choses, donc voilà, mais ça fonctionne. Et en tout cas, je ne pense pas que ce soit. Il y a des personnes qui m'ont dit non, mais en fait, voilà, ça c'est pour plaire aux Français. Ils ne pensent pas en vrai. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on est aussi bloqué sur l'idée que quelqu'un, un Algérien au 19e siècle, est plus. Je dis ça très rapidement. Le manifeste algérien, qui est un des peut-être un des seuls documents politiques consensuels à l'ensemble de la classe politique algérienne en 1942. Non, pas 43, le manifeste du peuple algérien. Le manifeste du peuple algérien, quand il s'exprime aux puissances anglo-américaines qui viennent d'arriver en Afrique du Nord, il dit que
que le problème auquel fait face l'Algérie, c'est le spectacle anachronique de la colonisation d'une race blanche. C'est-à-dire que les Algériens se comprennent comme blancs quand ils s'adressent aux Américains. Donc ils sont tout à fait capables d'utiliser ce discours, ça c'est dans les années 40. Alors après ils ont changé, ils ont mis race méditerranéenne plus tard, donc finalement ça veut plus ou moins dire la même chose. Mais voilà, je ne pense pas que ce soit marginal en fait comme phénomène, je pense que c'est assez central. Et après voilà, on va discuter. Puisque lui-même il est pris dans des discours racialisants en fait, on se demande, il y a des textes en fait où on se demande s'il est africain ou asiatique, etc. Donc lui-même il est pris et inséré dans cet ordre racial-là en fait. Et il reprend en fait le fait quand on dise il ne pense pas vraiment, je pense que ça vient du fait que quand il dit, quand il flatte l'ego français en disant la France est avilie par les juifs et les étrangers, on se dit que en fait c'est normal qu'on se dise qu'il est en train de flatter un peu. Après en fait la question c'est pas de savoir s'il est raciste ou pas, parce que c'est pas intéressant en soi en fait de savoir ce qu'il est. Mais justement, c'est ça, je pense que ça pose un peu cette question-là, en fait, de dire dans quelle mesure il reproduit, puisqu'il est pris dans cet ordre racial-là, qu'est-ce qu'il reproduit voilà, donc là, on est arrivé un peu à la fin de notre échange. Si il y avait des questions, j'imagine, des commentaires, etc. Déjà, je trouve qu'on peut vous applaudir. Répéter, donc merci beaucoup. Et oui, si vous avez des questions, allez-y, je vous en prie. Je ferai passer le micro. Je vous le repasserai après. Merci. Augustin, je sens que ça bouillonne. Non, mais je ne sais pas par quoi commencer. Merci beaucoup pour ce dialogue et bravo Arthur. Comme je te l'ai dit, je viens de finir ton livre et je l'ai lu avec vraiment beaucoup d'intérêt, beaucoup de plaisir, pas partout, mais à beaucoup d'endroits avec beaucoup de plaisir. Je réfléchis en même temps que je parle à ce que je veux te dire, non, j'ai trouvé super c'est-à-dire que sans nous faire un livre démonstratif, lourdingue, d'historien, tu dis plein de choses vraiment importantes. Et puis en fait tu fais un peu, mais tu le faisais déjà un peu dans ton premier livre, mais tu banalises le Maghreb. C'est-à-dire que c'est pas une histoire, c'est pas comme nous tous, l'histoire du Maghreb dans un terrain maghrébin et avec des questions propres au Maghreb, mais c'est voilà, déjà une entrée, une quête épistémologique, littéraire, et puis une entrée par les informations, par les médias qui permet de désenclaver, dit Katia derrière moi, de faire entrer un peu d'air. Et non, mais ça, je te cite. Et je pense que ça nous fait tous du bien. Voilà, ça c'est une première chose. Non, la deuxième, c'est que je voulais rebondir sur ce dernier point de discussion qui est vraiment hyper intéressant et auquel en effet on peut adjoindre la discussion sur l'antisémitisme. Et là, en fait, oui, il n'est pas très très surprenant, Djebari, en fait. C'est-à-dire qu'il y en a, entre le milieu du 19e et le milieu du 20e, il y a beaucoup d'acteurs du Maghreb qui, comme ça, reprennent à leur compte parce que c'est opportun dans un agenda politique, dans une stratégie d'ascension sociale, etc., qui reprennent des discours et dans lesquels il est difficile de voir qu'est-ce qu'il y a comme substrat local ou pas local. Et je pense d'ailleurs que sur ces questions, sur la question du racisme, tu aurais pu aller plus loin dans les lectures. D'ailleurs, il y a je trouve qu'il y a des choses intéressantes. Mais voilà, mais du coup j'ai perdu le fil. Si quelqu'un a une question plus... derrière. Ouais. Alors, un instant, il y a quelqu'un d'autre derrière. Je sais. Tu peux te présenter brièvement parce que voilà. Je ne sais pas si tout le monde se connaît. Voilà. Camille Casserani, je suis chercheur à l'IRMC. Et géographe.
et géographe, pas historien. Donc, alors j'ai pas du tout le livre, mais voilà, je parle ni en historien ni en lecteur, c'est vraiment à partir du débat qui vient d'avoir lieu. Moi, ça me fait penser à deux choses. J'ai lu récemment le livre de Camille Lefebvre, Pays au crépuscule, qui parle en fait dans la même collection. Voilà, bah, c'est bon. Mais qui évoque de très nombreuses figures un peu similaires en fait d'intermédiaires qui roulent un peu tout le monde dans la farine. Et je dois dire que moi j'ai un intérêt vraiment scientifique pour la question de l'intermédiation, c'est quelque chose que j'ai lu sur mon propre terrain et sur mes propres questions. Et je voulais savoir dans quelle mesure le livre d'Amadou Hampâté-Bâ, L'étrange destin de Wangrhin, avait pu jouer dans l'idée d'écrire voilà, quelque chose sur un personnage un peu mystérieux, un peu double, un peu éthique, voilà. Et comment, parce que il y a forcément un écho, puisque l'histoire l'histoire de Wangrhin se déroule en Afrique subsaharienne, exactement en Mali. Donc voilà, dans quelle mesure il y a un écho qui se fait par rapport à cette œuvre. Merci beaucoup. Alors, je suis très content que ça vous évoque Camille Lefebvre, parce que j'ai beaucoup appris de son livre et j'ai dû m'appuyer sur elle, justement, quand et Djebari figure très brièvement dans son premier livre. Parce que, en fait, son aventure au Nigeria finit par jouer un rôle dans les débuts de la conquête française au Niger. Je vous le dis très rapidement parce que c'est assez cocasse. Il raconte des choses sur ce qu'il a vu. Il raconte qu'il aurait vu des survivants français. Personne ne sait si c'est vrai. Du coup, il y a un jeune officier du nom de Marius Casmajou qui part en expédition pour vérifier ce qu'a dit Djebari. Il se fait assassiner. C'est ce qui déclenche l'invasion française d'une partie du Niger. Donc, en fait, c'est très directement lié au début à cause de mensonges que Djebari a. Donc j'ai beaucoup appris de Camille et de discussions avec elle. Et j'espère ne pas trop m'être planté sur ce que je disais sur cette région-là. Amadou Hampâté-Bâ est dans le livre. C'est-à-dire que L'étrange destin de Wangrhin, ça a été une lecture importante, avec des différences entre ce personnage-là et Djebari qui peuvent peut-être vous intéresser si vous réfléchissez au problème des intermédiaires. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas lu, L'étrange destin de Wangrhin, donc de Amadou Hampâté-Bâ, ça se passe en Afrique de l'Est. Nous dit Amadou Hampâté-Bâ, une histoire factuelle, c'est-à-dire qu'il dit que c'est une vraie personne qui a existé au début du XXe siècle, qui était un interprète, qui en fait a réussi à obtenir plein de choses des Français parce qu'il était tellement plus intelligent, et c'est raconté comme une histoire héroïque, c'est-à-dire que Wangrhin il est plus intelligent que tout le monde, parce qu'il arrive à les reculer, et il devient très riche, et c'est vraiment épique, c'est-à-dire qu'on raconte sa naissance, et c'est un héros, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un livre qui a eu un énorme succès. Et je me souviens d'avoir eu cette conversation avec plusieurs amis algériens, en leur disant tu ne pourrais pas faire ça avec Djebari. Parce que déjà, Djebari, il est vendu à la France. Il a été naturalisé français, tu vois. Pire, il a été lui-même, à un moment, on peut discuter de à quel point, mais quand même impliqué dans l'expansion coloniale en Afrique de l'Ouest. Des gens qui ne peuvent pas vraiment faire un personnage héroïque. Ça marche pas. Peut-être qu'il y en a qui... Et aussi parce qu'il a des opinions politiques très particulières. Pour dire ça rapidement. Donc aussi, ça a été un peu pour moi, parce qu'au début, je pense que quand j'ai commencé à écrire, je voulais écrire un truc un peu plus comme ça. C'est pas du tout une critique d'Amadou Hampâté-Bâ, c'est juste pour dire que il y a un moment, ça a dû diverger. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, je n'avais pas envie d'en faire un personnage sympathique ou héroïque. Enfin, en tout cas, moi, ça me posait des problèmes politiques, moraux, pour plein de raisons. Et que donc, il fallait avoir une autre approche, et que finalement, on a peut-être eu, notamment dans la recherche depuis les années 90, une fascination pour l'intermédiaire qui n'est pas très saine, une fascination pour l'hybride, l'entre-deux, la personne un peu bizarre, et finalement il faut aussi un peu la mettre à distance, cette fascination. Parce que ce qu'on voit avec Djebari, c'est que cette mise en scène de soi comme intermédiaire, finalement, elle mène à des positions politiques très troubles.
dans le sens où Djebari ne parle très rarement en son propre nom. Il dit toujours que les informations viennent de quelqu'un d'autre. Ça veut dire qu'il peut toujours s'échapper. Il n'est jamais vraiment responsable de ses dits, de ses écrits. Pour le dire très rapidement, ça tend au fascisme. C'est-à-dire que, et vraiment, à la fin de l'enquête, il est dans un milieu une sorte de droite révolutionnaire française parmi ses amis qui sont un peu dans ce milieu-là, parce qu'en fait, finalement, le rapport à la vérité n'est pas important. On peut dire des choses pour provoquer des effets politiques sans que ce soit important si elles soient vraies ou pas. Forcément, ça m'a intrigué comme résonance avec l'actualité contemporaine. J'ai parlé pour Merci beaucoup. Bonsoir, Harald Courel, ingénieur. Merci pour cette présentation. Cette histoire de M. Djebari s'inscrit dans la longue histoire de la colonisation. Dans ce temps-là, on entend comment dresser les portraits des tirailleurs sénégalais, des tirailleurs en général. Mais par contre, ces gens-là, ces explorateurs, on n'entend plus. Je veux savoir quels sont les critères qui ont fait que M. Djebari soit sélectionné pour faire cette exploration. Est-ce que parce qu'il est musulman, parce qu'il connaît l'arabe peut-être, ou une autre langue, ou parce qu'il y a une acceptabilité de la part du peuple indigène, du Tchad? Est-ce qu'il y a quelques missions qu'en Tchad ou avoir des missions dans d'autres pays? Ma deuxième question, brièvement, c'est concernant les autres puissances européennes occidentales. Est-ce qu'elles sont fait recours à ce genre d'explorateurs, les Anglais, les Portugais, les Espagnols? Est-ce qu'il y a? Et la dernière question concernant la place de ce genre, comme M. Djebari, dans l'historiographie officielle algérienne ou tunisienne. Est-ce qu'ils sont considérés comme des nationalistes? Ils sont considérés comme des patriotes? Ils sont considérés comme, entre parenthèses, des traîtres? Quels sont leurs rapports avec ce genre de personnalité? Et je vous remercie. Merci, c'est des questions très, très intéressantes. Alors pourquoi il est sélectionné? Je vais commencer par la plus factuelle. Il est à cette époque-là interprète militaire. Donc il est sélectionné surtout pour ses compétences linguistiques, c'est-à-dire que il écrit en arabe, qui est, ça vaut le coup de le rappeler, la langue écrite véhiculaire principale en Afrique de l'Ouest. Une des surprises que moi, qui ne surprend pas du tout les chercheurs de l'Afrique de l'Ouest, qui moi m'a surpris quand j'ai fait cette recherche, c'est par exemple, dans les années 1890, le gouverneur britannique à Lagos au Nigeria, quand il écrit à un sultan 100 km au nord, il l'écrit en arabe. Et là, on est sur la côte du Nigeria, on n'est pas dans l'intérieur du Sahara. Donc, ça joue un rôle important. Donc, les gens qui maîtrisent l'arabe et les échanges diplomatiques en arabe sont utiles pour cette région de l'Afrique. Et lui, en plus, il peut produire des rapports en français qui vont servir à l'administration française. Donc, c'est principalement pour ça. Il n'est pas le seul. Il y a plusieurs interprètes algériens qui sont envoyés en mission d'exploration. Il y en a qui, même brièvement, gèrent des postes français en Afrique. C'est assez intéressant. Un petit drapeau français qui flotte laissé un monsieur qui vient de Tizi Ouzou, qui est en fait responsable de la France. Un représentant de la France, pardon. Et c'est une mission de renseignement militaire. Donc ça explique pour ça. On pense que, étant musulman, il va pouvoir aller dans une région qui est considérée comme dangereuse. En fait, une région où d'autres gens sont allés avant. Donc c'est une exploration, mais ce n'est pas une exploration d'une région inconnue, mais c'est une région où le contexte politique est très compliqué à l'époque, il est très changeant. Donc, et les Européens ont du mal à y avoir accès, ils ne peuvent pas transiter par la Libye, qui est détenue par les Ottomans, parce que les Ottomans les déportent, en fait, les renvoient. Donc il faut trouver une autre solution, et donc on va demander à un Algérien, et on lui demande, et c'est intéressant, on lui demande de s'habiller comme musulman. Ce qui suggère que Djebari peut-être ne portait pas ces vêtements-là normalement, en tout cas il ne porte pas l'uniforme militaire, il doit s'habiller comme... Et il touche la zakat des pèlerins, c'est-à-dire il se fait passer pour une sorte d'érudit, quoi. Il prépare des talismans, il a toute une sorte de fausse identité. Donc ça c'est pourquoi il est envoyé
Pourquoi c'est lui? Il y en a d'autres. Est-ce que d'autres puissances européennes ont eu recours? Alors oui, par exemple, il y a un moment assez cocasse où un autre explorateur algérien ou nigérien doit faire face à un envoyé britannique qui est en fait égyptien. Donc ils ont une sorte de confrontation entre deux Arabes au fin fond du Nigeria, la France et la Grande-Bretagne, donc c'est pas le seul. Après, c'est intéressant qu'il y a eu beaucoup de travaux sur l'histoire de l'exploration ces dernières années qui ont vraiment changé la manière dont on regarde ce processus et qui ont remis beaucoup d'Africains de différentes régions d'Afrique au centre de ce processus. Donc ça, en fait, finalement, on en trouve beaucoup et qui ont souvent voyagé plus loin que les explorateurs mêmes, mais qui après ont été invisibilisés pour eux. Par contre, c'est rare que ces travaux les décrivent eux-mêmes comme explorateurs. Parce que c'est un terme qui est tellement chargé de connotations maintenant et qu'on a essayé beaucoup d'éviter, parce que c'est une image très forte et même assez violente en fait, un homme en question. Ce qui est intéressant dans le cas de Djebari, c'est qu'il est vraiment décrit comme explorateur à l'époque. Et ça, moi, je n'ai pas trouvé d'autres cas. C'est-à-dire que c'est pas moi qui viens dire finalement Djebari est explorateur. C'est vraiment comme ça qu'il a été décrit dans la presse de l'époque, y compris en arabe. Il y a un journal tunisois, Hadra, qui l'interviewe quand il rentre d'Afrique. Qu'est-ce qu'il a été faire ça, je n'ai pas trouvé d'autres équivalents. Il y en a peut-être, mais je ne sais pas si. Et finalement, alors qu'est-ce qu'on en fait dans l'historiographie nationaliste? Je pense qu'on en revient un peu à l'histoire de on ne peut pas en faire un héros. Je pense que dans l'état du récit national en Algérie à l'heure actuelle, ce serait très compliqué. Pour le dire d'une manière rapide, je me regarde, oui, enfin, c'est très compliqué. Alors que ces opinions politiques, notamment celles qu'il écrit au début, sont très intéressantes et originales à l'époque, et finalement rappellent tout un tournant que le nationalisme algérien va prendre dans les années 30. Il y a un peu 50 ans en avance. C'est-à-dire, j'explique, Djebari, c'est très intéressant, il vient d'une famille pauvre et il dit très clairement le problème principal en Algérie, en fait, c'est pas les Français, c'est le système féodal au sein de la société algérienne qui nous opprime. Et c'est l'oppression de ce qu'il appelle la nobilité, donc ça c'est une version française, mais de l'aristocratie guerrière et du clergé. Et c'est ça qu'il faut qu'on abolisse. Donc il a un programme très fort de revendication d'égalité sociale et d'égalité pour les musulmans, et il se décrit lui-même comme musulman et comme pour la défense de la cause des musulmans dans le monde. Donc on peut pas, enfin, moi je ne peux pas dire qu'il est vendu à la France, c'est beaucoup trop simple comme interprétation. Mais est-ce qu'on pourrait le récupérer et en faire d'autres choses? Il y a un autre personnage sur lequel j'ai pensé écrire, qui était aussi interprète, qui a aussi eu comme ça l'exploration. Il y a un historien algérien qui a écrit un article là-dessus et qui l'a décrit comme un pionnier du mouvement national. C'est intéressant, ça veut dire que la seule manière dont on peut écrire sur des gens du passé, quelque part, c'est de les faire rentrer dans une sorte de forme de légitimité du récit national, comme s'il n'y avait pas d'autres histoires qui étaient intéressantes. Je pense que c'est un peu un cas limite, parce qu'on n'est pas non plus dans un cas où, par exemple, si c'était, je sais pas, une femme par exemple, et qu'on dirait voilà, c'est une voix marginale. Non, là on n'est pas dans une voix marginale, on est finalement dans quelqu'un qui avait trop de choses à dire, mais qui ne rentre pas de manière confortable dans un cadre nationaliste. L'impression que j'ai eue, mais j'aimerais beaucoup qu'on me prouve le contraire, c'est que ce genre de parcours, ça a été très bien décrit dans d'autres régions du monde, y compris pour la Tunisie. Je pense par exemple au livre de Mohamed Ouadi sur le général Hassan, où en fait l'ambiguïté politique du personnage, de ses rapports, transperce aussi. Pour l'Algérie, honnêtement, j'ai eu du mal à trouver des équivalents, mais c'est peut-être que je l'ai mal fait, je sais pas.